Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Avant-propos. Alexandra Palau et David Bousquet. Longtemps décriés pour leur manque de rationalité et souvent associés à des dynamiques de manipulation et ou de domination, les émotions sont pourtant omniprésentes dans nos sociétés démocratiques et occupent une place centrale dans la sphère publique contemporaine. Crise de la représentativité, exigence de participation, renouveau de l'engagement citoyen et déclin des idéologies sont autant d'éléments qui expliquent cette place nouvelle des émotions dans la vie politique. Par ailleurs, les dispositifs actuels de la médiatisation, avec la montée de l'information numérique et l'usage croissant des plateformes et réseaux sociaux, à travers lesquels se mettent en place des formes de mobilisation populaire et de protestation différentes où s'expriment les dimensions plurielles de la citoyenneté, explique également l'importance du registre émotionnel dans les revendications politiques et sociétales. En ce sens, de par les dynamiques collectives qu'ils génèrent, les médias sont devenus ces vecteurs d'affection opérant ponctuellement comme des catalyseurs d'affect. Le recours aux outils numériques contribue ainsi à faire entrer de nouvelles expériences dans l'espace de la discussion politique et citoyenne, lesquelles, en cristallisant rapports de force et imaginaires d'appartenance communautaire, conduisent à un processus social identitaire. Ces pratiques et stratégies d'action témoignent d'une évolution des engagements collectifs et individuels. Cette problématique, omniprésente dans la période actuelle, implique d'aborder à la fois les modalités et les effets de ce type de communication mais aussi ses dérives et ses limites. À partir des travaux de George Marcus dont la prémisse est que la pratique de la citoyenneté doit tenir compte du rôle des émotions dans le développement de la raison, et qui, dans cette optique, déconstruisent l'opposition classique entre l'émotionnel et le rationnel en visant à réhabiliter les émotions en tant que composante essentielle de la rhétorique et de l'action politique, cet ouvrage s'attache à interroger les enjeux liés à l'utilisation des affects dans la sphère institutionnelle d'une part et dans les nouvelles formes de contestation et de mobilisation collective, d'autre part. Il s'agit de confronter les stratégies auxquelles recourent les secteurs institutionnalisés de prise de décision dans un contexte de défiance démocratique, et celles mises en œuvre par les mouvements protestataires et militants issus de la société civile. Dans cette approche, les articles réunis dans ce volume se centrent sur les conditions qui favorisent le recours aux dispositifs émotionnels et sur les procédés qui déterminent leur capacité d'influence. Cette double mise en perspective suggère de nouveaux prismes d'analyse pour appréhender les ressorts affectifs à l'œuvre dans des dynamiques de confrontation, mais également dans la prise en compte de logiques de solidarité ou de solutions participatives afin de comprendre l'impact des facteurs émotionnels dans la construction des positionnements idéologiques des citoyens. En effet, face à une crise de la médiation politique et alors que les demandes de démocratie participative se multiplient, l'objectif de ce projet est d'engager une réflexion sur les caractéristiques des dispositifs de sensibilisation, utilisés en les reliant à la spécificité des contextes nationaux et à la conflictualité déclenchée par certaines crises politiques. Brexit, processus indépendantiste en Catalogne, montée des populismes, émergence des mouvements nationalistes, attentats terroristes du 11 septembre aux États-Unis. Cette entreprise éditoriale s'inscrit ainsi dans une démarche résolument pluridisciplinaire et comparative, dans le but d'impliquer des chercheurs travaillant sur des aires géographiques différentes et des corpus distincts. Les contributions rassemblées dans cet ouvrage abordent l'étude des marqueurs émotionnels en croisant discours politiques, médiatiques et numériques, de façon à interroger la spécificité de chacun de ces supports dans la production et diffusion des affects. La pluralité des angles d'analyse privilégiés souligne la diversité des propositions méthodologiques et conceptuelles destinées à affiner la connaissance de cet objet scientifique, et laisse apparaître, dans le même temps, un dénominateur commun portant sur le lien entre stratégies émotionnelles et construction identitaire. Ainsi, les émotions sont-elles à la fois vectrices et révélatrices des identités politiques, militantes et sociales. Pour en proposer une illustration et offrir des clés de compréhension, la dimension affective de l'engagement citoyen dans les nouvelles formes de participation à la vie publique est abordée à travers une étude des discours, répertoire d'actions collectives et symboles signes identitaires de ces nouveaux mouvements, collectifs féministes, mouvements indépendantistes, assemblées citoyennes,
dont les revendications comportent une forte dimension expressive, d'affirmation de style de vie ou d'identité. Comment les ressorts affectifs mobilisés dans les argumentaires de ces collectifs citoyens contribuent-ils à créer des solidarités culturelles ? Dans quelle mesure les mécanismes à l'œuvre dans la diffusion de ces émotions peuvent-ils favoriser une culture de l'insoumission ? Quel est l'impact des technologies numériques sur les pratiques collaboratives et la structuration des mouvements sociaux ? Comment les réseaux sociaux, via l'utilisation d'une rhétorique émotionnelle, témoignent-ils de l'évolution de ces engagements collectifs et individuels ? Parallèlement à ces questionnements, l'analyse des processus émotionnels convoqués dans le discours médiatique et les nouvelles technologies de l'information permet de mener une réflexion sur le rôle des différents dispositifs de la médiatisation quant à la production et à la diffusion des affects dans des situations de crise. Autant de pistes à explorer qui suggèrent la complexité et la richesse de cet objet multiforme que sont les émotions, ainsi que l'extrême diversité des façons de porter attention à cette question. Une première partie de l'ouvrage intitulé « Émotions et crise politique » rassemble des travaux qui visent à mieux comprendre le rôle et l'impact des stratégies émotionnelles mobilisées par la sphère institutionnelle, mais aussi par la société civile, via la mise en place de réseaux protestataires dans différents contextes de conflits pendant la période contemporaine. Il s'agit de montrer que dans ce type de configuration, l'influence politique se joue également sur le terrain de l'émotion à travers la propagation d'arguments affectuels destinés à convaincre et à justifier des positionnements idéologiques. Cette section s'ouvre sur l'analyse de Ludivine Touvray, qui, en s'appuyant sur les apports théoriques de la sociologie des mouvements sociaux et des sciences de l'information-communication, interroge les nouvelles formes d'activisme social et leur impact politique à travers l'exemple de la plateforme indépendantiste catalane Tsunami démocratique. L'auteur décrypte ainsi les ressorts émotionnels utilisés par ce mouvement qui opère exclusivement sur Internet, via son site et les réseaux sociaux, de façon à mettre en exergue les transformations du militantisme politique induites par l'usage des outils numériques. Lucie Genet et Saïd Ouaked s'intéressent quant à eux aux stratégies utilisées par la droite états-unienne pour mobiliser ses partisans contre la menace communiste et ou socialiste. Typiquement présenté comme un danger pour l'unité nationale et un ennemi devant inspirer la peur ou d'autres émotions négatives en situation de crise. Cette rhétorique de la peur du rouge est analysée dans le contexte du mouvement antinucléaire texan des années 80 qui peut, sous bien des aspects, être considéré comme un archétype de cette stratégie discursive et émotionnelle, avant que les auteurs ne montrent comment elle a trouvé un nouvel écho lors de la présidence de Donald Trump. L'étude de Karine Rivière de Franco porte sur une autre crise récente, souvent analysée en regard de l'ascension de Donald Trump à la présidence des États-Unis, celle du référendum de 2016 portant sur la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. À travers l'analyse d'un vaste corpus d'articles de presse et de matériel de campagne, l'auteur établit comment la propagande des deux camps, pro- et anti-Brexit, a fait appel à un mélange d'arguments rationnels et de ressorts émotionnels, les premiers appelant bien souvent les seconds, afin de mobiliser l'électorat. La multiplication des fausses informations, présentées comme des réalités socio-économiques mais délibérément travesties et diffusées sans vérification par la presse, a réactivé des réflexes identitaires anti-européens dans la société britannique, notamment autour de la peur d'une immigration incontrôlée. L'article de Delphine Ramos vient clore cette première partie en proposant une réflexion sur les procédés discursifs et émotionnels, employés par le président George W. Bush en réponse aux menaces terroristes suite aux attentats du 11 septembre 2001. Ici encore, une rhétorique de la peur a été mobilisée pour susciter un sentiment d'appartenance identitaire et de cohésion nationale face à une crise sans précédent, faisant écho aussi bien à des menaces plus anciennes comme celle du communisme que plus récentes comme celle de l'immigration massive. Dans tous les cas, le caractère réel de ces menaces et leur compréhension rationnelle semblent tout à la fois fonder des réactions émotionnelles et s'effacer devant elles. Le deuxième chapitre met la focale sur les pratiques et modalités d'action d'un engagement citoyen, qui permet d'inventer de nouvelles formes de solidarité en suscitant des émotions telles que l'empathie, l'espoir ou la compassion, associées à des valeurs égalitaires et démocratiques.
Les différentes analyses permettent de saisir la richesse et la complexité des dynamiques identitaires à l'œuvre dans ces processus qui interviennent dans le cadre de revendications sociétales et politiques, afin d'agir sur la capacité des citoyens à se mobiliser. La notion de dispositif de sensibilisation, centrale sur la question de la politisation des émotions, est au cœur de la recherche menée par Catherine Sopin. Concentrant son étude sur une distinction entre émotions mobilisatrices et émotions mobilisées, l'auteur examine les motifs de la réactivation du mouvement féministe espagnol observé depuis une décennie. Cette démonstration éclairante vise à expliquer comment les émotions, considérées comme des éléments structurants de la mobilisation, favorisent l'essor de nouveaux répertoires d'action et une mise en scène de la citoyenneté qui témoigne de la construction d'une identité collective, révélatrice de la transformation du militantisme féministe. Laure Lansary et Claire Lessen se concentrent pour leur part sur la mobilisation des émotions, dans le cadre des espaces sociaux numériques et de leur utilisation par les sphères militantes. Les auteurs proposent une analyse linguistique détaillée des expressions de l'empathie sur le réseau social Twitter dans le contexte des débats relatifs au droit à l'avortement, qui ont marqué la société états-unienne en 2019. Elles étudient les différentes couches expressives et affectuelles qui s'entremêlent dans ce contexte, et montrent comment l'empathie peut devenir un ciment pour l'élaboration d'identités politiques et militantes dans les discours numériques. À partir d'une analyse des discours et manifestes produits par le collectif Unidad Cívica por la República, créé en 2002 et dont l'objectif est de donner une cohérence au projet républicain en Espagne, Virginie Gauthier-Ndassekou appréhende les émotions comme des constructions sociales et culturelles, dotées d'une dimension individuelle et collective, et qui évoluent en fonction du contexte sociopolitique. En décryptant le fonctionnement des traces émotionnelles au sein du discours, son propos invite à reconsidérer la stratégie du républicanisme espagnol actuel qui, face aux différentes crises traversées par le pays, tente d'assurer une cohésion dans la transmission de ses valeurs mais aussi de trouver les ressources affectives pour promouvoir son idéologie. En s'appuyant sur des contextes socio-historiques et socio-politiques déterminés, les textes réunis dans la troisième partie questionnent les mécanismes d'interférence entre sphères médiatiques et sphères politiques et leurs effets sur les liens qui se tissent entre les différents acteurs de l'espace public contemporain. Il s'agit d'ouvrir des perspectives d'analyse afin de comprendre comment les émotions mobilisées dans les différents dispositifs de la médiatisation, presse, réseaux sociaux, télévision, interagissent à tous les niveaux des processus politiques et sociaux, qu'ils soient institutionnels ou symboliques. L'article de Bénédicte Brémard explore ces questionnements à partir d'une étude réalisée sur le programme de vulgarisation Audiencia Abierta consacré à la figure du roi, et diffusé sur la télévision publique espagnole. Cet angle d'approche conduit l'auteur à s'interroger sur les aspects conflictuels et affectifs qui sous-tendent cette mise en visibilité, à l'heure où la famille royale est discréditée par les scandales, et où l'entrée du parti de gauche radical Podemos au gouvernement vient remettre en cause le rôle de la monarchie dans la société espagnole actuelle. L'analyse de ce dispositif informatif qui combine la nécessaire quête des attentes de l'opinion publique et des enjeux culturels et sociaux, pose par ailleurs la question de la connaissance de l'impact des médias en tant qu'espace politique émotionnel. Yves Golder étudie quant à lui la réaction du gouvernement britannique dirigé par Boris Johnson à la première vague de l'épidémie de Covid-19 et à son traitement médiatique, aussi bien dans la presse écrite traditionnelle que sur les réseaux sociaux. Dans cette période marquée par l'incertitude, les émotions ont occupé une part centrale dans l'espace public et ont été mobilisées aussi bien par les membres du gouvernement que par les médias et les citoyens eux-mêmes. Celles-ci ont pu servir à renforcer le sentiment d'unité nationale face à une crise majeure, mais à l'inverse, semblent également pointer vers un délitement du vivre ensemble motivé par la peur de l'autre et une exacerbation des intérêts personnels et catégoriels dans le Royaume-Uni de l'après-Brexit. Cette troisième partie se referme sur l'analyse de David Gregorio qui porte sur la transition espagnole à la démocratie, et se concentre sur l'instrumentalisation des émotions par les journaux de droite et d'extrême droite autour du clivage concernant la question de la démocratisation du pays. Cette recherche souligne l'influence de la presse auprès de l'opinion publique à travers une étude des stratégies éditoriales mises en œuvre suite aux propos tenus, en juin 1980,
par le président français, Valéry Giscard d'Estaing, opposé à tout élargissement de la CEE alors que l'Espagne a officiellement entamé des négociations pour intégrer le marché commun. Le traitement médiatique de cette information, mêlant discours victimistes et recours aux stéréotypes, vise à nourrir un sentiment anti-français de façon à servir un argumentaire politique. Première partie, émotions et crise politique. Communication politique et émotions à l'heure des apps et de Twitter. Le cas du mouvement indépendantiste catalan, Tsunami démocratique. Ludivine Touvray. Université de Poitiers. MIMMOC, EA 3812. Introduction. L'irruption de Tsunami démocratique sur la scène politique catalane au cours de l'année 2019 a suscité de nombreuses interrogations quant aux nouvelles formes d'activisme social et leurs chances de produire, à terme, l'impact politique escompté. Fondée sur l'étude d'un corpus de communiqués publié sur le compte Twitter de l'organisation, cette contribution s'intéresse aux stratégies de communication mises en place par Tsunami, ainsi qu'à l'emploi d'une rhétorique de l'émotion dans son discours. Après avoir rappelé certains éléments contextuels du conflit opposant la Catalogne à l'Espagne, nous verrons que l'activité communicationnelle de Tsunami se structure autour de 3 grands objectifs. L'information sur la désobéissance civile, l'incitation à l'action et la recherche d'une médiatisation de ces opérations dans la presse étrangère. Grâce aux apports théoriques de la sociologie des mouvements sociaux, de l'analyse critique du discours et des sciences de l'information-communication, nous tenterons de déterminer le rôle politique joué par Tsunami au cours de la période, en nous centrant particulièrement sur la capacité narrative et disruptive de ce mouvement. Contexte. Tsunami démocratique est né en Catalogne en août 2019, dans le cadre de la mobilisation sociale en faveur de l'indépendance. Les origines de cette mobilisation remontent à la fin des années 2000, lorsqu'une triple crise économique, politique et territoriale éclate en Espagne. Le chômage engendré par la crise financière de 2008 et les mesures d'austérité adoptées par le gouvernement de Mariano Rajoy pour enrayer le déficit public conduisent notamment à la révolte des indignés, dont le slogan « On ne nous représente pas » sera scandé par les manifestants de la Plaza del Sol à Madrid puis de toutes les villes d'Espagne. En Catalogne, où le chômage affecte un quart de la population, la défiance vis-à-vis du gouvernement central est d'autant plus grande que le Partido Popular au pouvoir a saisi le tribunal constitutionnel pour invalider le statut d'autonomie de la région amendé en 2006. Les restrictions apportées au concept de nation catalane, tout comme l'abrogation de l'article sur l'emploi préférentiel du catalan dans l'administration, suscitent une réaction jusqu'alors inédite. Le 10 juillet 2010, 1 million de personnes défilent dans les rues de Barcelone au cri de « Nous sommes une nation ». À nous de décider. Cette manifestation marque le début d'une série d'actions collectives qui dépassent le cadre de l'engagement politique traditionnel. La coordination entre partis indépendantistes, qui jusque-là ne dépassaient guère les 15% des suffrages, associations culturelles et assemblées de quartier conduit à une mobilisation sociale qui deviendra l'un des éléments saillants du processus constituant catalan, communément appelé procès. En marge des manifestations convoquées à date fixe, comme le 11 septembre, jour de fête nationale en Catalogne, ou en fonction de l'agenda politique, sont organisées 3 consultations sans valeur juridique réelle ni caractère contraignant, dans lesquelles les citoyens sont invités à se prononcer sur le modèle d'État qu'ils souhaitent obtenir. Figure 1. Consultation populaire organisée en Catalogne entre 2009 et 2017. La figure 1 montre que la participation citoyenne double en l'espace de 18 ans, et que des accords sont scellés entre partis catalanistes. En effet, le modèle de société proposé en 2009, une Catalogne socio-démocrate, intégrée à l'UE et librement associée à l'Espagne, comme le défendait le parti de centre-droit Convergencia y Unió, laisse place en 2017 à celui d'une république indépendante, plus conforme au modèle d'État prôné par la gauche indépendantiste d'Esquerra Republicana de Catalunya, avec qui CiU fait alliance à partir de 2015. La coalition née de cette alliance, Junts pel Sí, s'engage à déclarer l'indépendance de la Catalogne dans un délai de 2 ans. La consultation du 1er octobre 2017,
qualifié de référendum par les indépendantistes, est donc le résultat de cette promesse de campagne. Elle prétend faire de l'événement l'acte fondateur du 26e État souverain de l'Union européenne. Pour contrer cette stratégie, Madrid déclare la consultation illégale et déploie près de 10 000 policiers pour empêcher le vote par différents moyens. Usage de la force contre les électeurs, coupure d'électricité et d'Internet dans les bureaux de vote, saisie des urnes, etc. Les responsables politiques et associatifs ayant facilité la consultation sont également poursuivis. Ceux n'ayant pas fui à l'étranger sont arrêtés, incarcérés, puis lourdement sanctionnés. Le 13 octobre 2019, 9 d'entre eux sont ainsi condamnés par la Cour suprême espagnole à des peines allant de 7 à 14 ans de prison pour des délits de rébellion, sédition et détournement de fonds publics. C'est dans les semaines précédant la décision judiciaire que Tsunami démocratique fait son apparition sur la scène politique. Contrairement aux associations culturelles Òmnium Cultural ou Assemblea Nacional Catalana, qui avaient coordonné la mobilisation citoyenne durant les premières phases du procès, Tsunami démocratique ne possède pas de représentants déclarés et n'opère que depuis Internet, à travers son site, son application et les réseaux sociaux Twitter et Instagram. Se déclarant autonome des partis, l'organisation appelle à la désobéissance civile non violente pour obtenir le droit à l'autodétermination de la Catalogne et incite les citoyens à rejoindre massivement le mouvement. Cadre théorique et corpus. Cette recherche se fonde sur les apports théoriques de la sociologie des mouvements sociaux, de l'analyse critique du discours et des sciences de l'information-communication. Elle s'inscrit également dans la continuité d'un projet de recherche auquel l'auteur a participé de 2015 à 2019 à l'Université Pompeu Fabra de Barcelone. Le projet, intitulé « Catalunya a el Sul del Món », s'intéresse à la représentation médiatique du procès dans la presse internationale et a reçu le financement de l'Institut d'Estudis de l'Autogovern. Comme le souligne la chercheuse Zeynep Tufekci, les nouvelles technologies ont depuis 30 ans bouleversé notre rapport à l'action politique et citoyenne. Grâce à la connectivité numérique, de nombreuses causes ont obtenu une visibilité publique et une adhésion presque instantanée alors qu'il fallait auparavant plusieurs mois voire plusieurs années de préparation pour obtenir un tel résultat. Les exemples des printemps arabes, d'Occupy Wall Street, des indignés ou des gilets jaunes montrent que la manifestation, qui constituait jadis l'aboutissement de ce travail préalable, est devenue de nos jours l'élément déclencheur de plus en plus de mouvements contestataires qui peinent ensuite à se structurer. Après un démarrage en trombe et une accélération fulgurante, ces mouvements foncent droit sur un premier virage tactique qu'il conviendrait de négocier avec souplesse. Ils n'ont alors que peu de résilience et peu ou pas d'expérience préalable de la prise de décision collective. L'horizontalisme de ces mouvements, l'absence de leader, l'absence de planification font qu'ils arrivent rapidement à une paralysie tactique, à une adocratie. Les forces et les fragilités de ces mouvements font que les autorités réagissent différemment à la menace qu'ils font planer sur l'ordre social. L'analyse des signaux de capacité d'un groupe, menace ou promesse de ce qui peut être accompli par celui-ci, est fondamentale à ce propos. En envoyant la police frapper les manifestants de la place Tahrir à dos de chameau, le régime d'Hosni Moubarak était loin de se douter qu'il provoquerait l'incrédulité et perdrait toute crédibilité nationale et internationale. Si la contestation connectée contribua à faire tomber la dictature au moyen de vidéos qui illustraient la répression, elle n'avait en revanche pas l'expérience requise pour se transformer en parti ni créer les conditions d'une transition démocratique. Les capacités narratives et disruptives du mouvement, c'est-à-dire son habilité à se raconter sur les réseaux et à perturber l'ordre public, ne permirent donc pas de développer une capacité électorale susceptible d'enrayer le retour des forces armées au pouvoir quelques mois plus tard. Même si ces méthodes d'action sont similaires, Tsunami démocratique évolue dans un contexte différent, celui d'un État démocratique et décentralisé ayant vu se développer depuis 10 ans un mouvement séparatiste en Catalogne. Ces appels à la désobéissance civile sont donc moins le résultat d'un sentiment d'impuissance face à une absence totale de liberté, telle qu'a pu l'exprimer la jeunesse de la place Tahrir, que d'une indignation ou d'un ressentiment face à un conflit qui exigerait une solution politique. Partant du postulat que le ressentiment n'est pas, comme au temps de l'Ancien Régime, une passion de faible,
nourrie par un esprit de vengeance mais une composante affective des dynamiques démocratiques, il conviendra de s'interroger sur le projet et l'imaginaire politique véhiculé par Tsunami. La dénomination de l'organisation apporte déjà quelques éclairages sur ce point. Si le xénisme tsunami fait référence à un phénomène naturel de grande amplitude, a priori incontrôlable et peu compatible avec l'usage de la raison, l'adjectif démocratique suggère que les objectifs du mouvement sont liés à la défense des droits individuels et collectifs, et donc au respect de la démocratie. En ce sens, il serait faux de croire que Tsunami est une simple réaction à la sévérité des peines promulguées à l'encontre des dirigeants indépendantistes. Il porte le germe d'une profonde remise en cause de l'ordre établi. C'est pourquoi nous nous intéresserons, en référence à George Marcus, à la dimension rationnelle et émotionnelle de son discours. Comme le souligne le sociologue Manuel Castells, le contrôle de la communication et de l'information a depuis toujours été source de pouvoir et de contre-pouvoir. La bataille du pouvoir se joue essentiellement sur la pensée des gens, car ce que nous pensons détermine l'acceptation, le soutien ou l'opposition par rapport aux intérêts et valeurs à la base des institutions. Le pouvoir en dernière analyse réside dans nos cerveaux, dans un processus complexe où nos décisions, comme l'a montré la neuroscience actuelle, Damasio par exemple, sont largement conditionnées par nos sentiments, eux-mêmes dépendants de nos émotions. Jusque très récemment, les médias de masse exerçaient une énorme influence au sein des sociétés. Par le fait de modeler la pensée des individus, ils contribuaient à l'acceptation ou non des structures de domination sociale. L'avènement d'une autocommunication de masse, c'est-à-dire d'une communication basée sur la transmission de messages de groupe d'individus à groupe d'individus, interactive, multimodale, à la fois locale et mondialisée et libre du contrôle institutionnel, a toutefois bouleversé les rapports de pouvoir et facilité l'émergence de contre-pouvoirs. Considérant que le langage est une pratique sociale et qu'il participe à la construction identitaire des individus, nous analyserons un total de 19 communiqués et une trentaine de tweets publiés par Tsunami Démocratique entre le 2 septembre 2019 et le 17 février 2020, période durant laquelle l'organisation est active sur ce réseau. Ce corpus sera appréhendé au moyen de l'analyse critique du discours, ACD, qui porte une attention particulière à la façon dont les discours rendent légitimes ou contestent les structures de domination sociale. L'ACD comporte plusieurs niveaux d'analyse et invite à se pencher non seulement sur les textes, mais aussi sur le contexte d'énonciation et de production-réception des discours. Nous étudierons donc la caractérisation des acteurs politiques évoqués, l'emploi de la rhétorique dans le discours, ainsi que les facteurs influençant l'acte de communication en lui-même. Résultats d'analyse. Informations sur la non-violence et désignation des adversaires. Tsunami Démocratique apparaît sur le réseau social Twitter le 2 septembre 2019. L'un des premiers messages de l'organisation se présente sous forme de capsule vidéo, dans laquelle on aperçoit de l'eau bouillir dans une casserole. Par ce procédé métonymique, Tsunami renvoie à l'état d'esprit régnant en Catalogne à la veille de la condamnation des dirigeants indépendantistes. D'autres messages montrent une campagne d'affichage menée dans plusieurs villes de Catalogne. En référence probable à la chanson El Estado de la Cosas, du groupe radical basque Cortatu, qui parle des sentiments de haine et d'impuissance que génère l'inertie du système, le slogan retenu pour la campagne, Canviem l'Istat de les causes, joue sur le caractère polysémique du terme Istat. Il laisse entendre qu'il revient au peuple de s'opposer à la situation générale, ou à l'État qui refuse le dialogue politique et tolère l'application d'une justice vengeresse. Le premier communiqué de l'organisation, intitulé Primera Onada una mar de fons, première vague, une lame de fond, est publié quelques heures plus tard. Dans celui-ci, Tsunami inscrit son action dans la tradition des luttes en faveur des droits individuels et collectifs et de la désobéissance civile non violente. Els nostre ideal defensen les libertà irrenunciables y persegexen la justicia sociale. Uns servim de la luita no violenta y de la désobédiencia civile comme a stratégie transformador. Il convient de préciser que le discours sur la défense des droits fondamentaux n'est pas nouveau en Catalogne. En effet, la campagne sur le référendum d'autodétermination de 2017 s'est articulée autour de plusieurs cadres d'interprétation, frames, dont les principaux étaient
le conflit, les conséquences économiques, la légalité et la volonté de voter. Dans les récits médiatiques privilégiant le point de vue des autorités espagnoles, l'idée que le référendum était illégal prédominait. Le frame de l'égalité était donc le plus récurrent. Dans les médias pro-indépendantistes, en revanche, le frame de volonté de voter était le plus souvent présent. Il reposait sur l'affirmation qu'aucun État démocratique ne pouvait s'opposer à l'expression, par les urnes, des aspirations citoyennes. Reprenant cet argument à son compte, Tsunami revendique le droit à l'autodétermination tout en proposant de nouvelles méthodes d'action. Plusieurs observateurs soulignent que le caractère subversif de Tsunami ne réside pas seulement dans la désobéissance civile, mais dans une remise en cause implicite de la classe politique catalane. En effet, face au manque d'avancées obtenues entre 2017 et 2019, la déclaration unilatérale d'indépendance entraîna l'incarcération et l'exil des dirigeants politiques et une mise sous tutelle de la région par Madrid, puis des divisions au sein des partis catalanistes. Tsunami considère que c'est à la société civile de relancer le procès. C'est pourquoi de nombreux messages s'adressent directement à celle-ci et l'invitent à prendre le contrôle de la situation. Une nouvelle vague commence et vous en êtes les protagonistes. Le tsunami, c'est vous. L'aura de mystère qui entoure l'organisation, sans porte-parole officielle, elle ne s'exprime que par ses propres canaux et repose sur un réseau de volontaires qui opèrent clandestinement, contribue à sa popularisation. Tsunami se dote alors d'un logo en forme de vague et d'un slogan « Droit, liberté, autodétermination ». Elle fait également circuler des tracts dans lesquels elle manifeste sa détermination au moyen de la locution disjonctive ou où il y aura relax de personnes innocentes, où il y aura réponse, où liberté et droit, ou réponse. Où on se met en marche, où on s'arrête. 13/9/2019. Pour enclencher le mouvement, une première action est menée le 25 septembre contre les entreprises de l'IBEX 35, équivalent espagnol du CAC-40, que Tsunami accuse de financer la répression contre l'indépendantisme. Avui seiem aquí, de forma no violenta pero ferma, PER recordar a tots els directius de les empreses de l'IBEX 35 que en una democracia es inacceptable contribuir à l'estrategia de la por quan la ciutadania expressa les seves demandes politiques au social PER vie démocratique. També som aquí PER recordar que es inacceptable posar-se al costat de qui restringe ilimitadre i el libertad de la ciutadania i dels qui han escolli la repressió, PER no abordar un problema politique. Les ennemis politiques de Tsunami sont ici clairement désignés. L'État espagnol, que le mouvement accuse d'enfreindre les libertés démocratiques et de judiciariser le conflit, et les grandes entreprises qui avaient notamment menacé de transférer leur siège social hors de Catalogne si le oui l'emportait au référendum du 1er octobre 2017. Contrairement aux partis politiques catalanistes, Tsunami opte pour une communication basée sur le droit des citoyens à décider des affaires de la res publica, sans aborder les conséquences de l'indépendance ni la stratégie pour y parvenir. La dimension inclusive du concept de citoyen permet d'ailleurs d'éluder la question de qui est habilité à décider d'une éventuelle séparation de l'Espagne. En affirmant que le droit à l'autodétermination est une aspiration démocratique, Tsunami invite les démocrates à se positionner en faveur de celui-ci. Néanmoins, il serait tout à fait possible d'objecter que la prise en compte de l'opinion de tous les Espagnols serait plus démocratique que de consulter une seule partie de l'électorat catalan. Cette stratégie discursive conduit à la division du champ politique en deux camps. D'un côté, les citoyens, qui aspirent à une plus grande démocratie, entendue comme gouvernance par le peuple. Et de l'autre côté, un État et un pouvoir économique démophobes. 13/11/2019, incapables de répondre aux attentes de la société civile par d'autres moyens que la violence. Paraphrasant le discours parfois populiste de Podemos pour qui les intérêts de la caste s'opposent à ceux du peuple, Tsunami affirme vouloir rappeler à la minorité qui détient le pouvoir et restreint et annule les droits et les libertés du peuple. Vous êtes en haut, mais nous sommes partout. 13/9/2019. La figure 2, réalisée à partir d'une étude lexicométrique de 19 communiqués, synthétise cette idée de confrontation discursive. Tandis que les vocables le plus souvent associés à la Catalogne, 16 occurrences et aux citoyens-citoyenneté, 21,
Son droit 31, liberté 26, non violente 20 et autodétermination 16. Celui associé à État 29 occurrences et tout simplement répression 17. En dénigrant ses ennemis et en jouant sur l'indignation et les émotions négatives du public, Tsunami entend donc provoquer un passage à l'action lors du verdict de la Cour suprême. Figure 2. Vocables les plus souvent utilisés dans le discours de Tsunami. Passage à l'action et glorification de la lutte. Entre début octobre et la mi-novembre 2019, Tsunami démocratique entame une deuxième phase de communication visant à susciter le passage à l'action de la société civile. Une campagne d'information autour de la désobéissance civile est tout d'abord organisée sur Twitter. Intitulée #La Força de l'Agent, cette campagne présente des exemples de mobilisation ayant conduit à des avancées politiques significatives. Sont notamment cités la grève de la Canadenca en 1919 à Barcelone, la marche du sel en Inde, la grève des tramways de 1951 en Espagne, le mouvement des suffragettes en Angleterre en 1903 ou des droits civiques aux États-Unis. Ces exemples montrent l'éclectisme des modèles d'inspiration de Tsunami, qui vont des acteurs de la résistance civile non violente au mouvement ouvrier, en passant par l'anticolonialisme et le féminisme. Au fur et à mesure que le verdict de la Cour suprême se rapproche, Tsunami multiplie les messages à valeur perlocutoire dans le but de pousser ses sympathisants à l'action et d'intimider ses adversaires. 5 preguntas per la resposta. Comme AMB tweet y pancarte, segur que numéro. Quan surti la sentencia immediatam consulta els nostre canal, toras de mots rapide. Qui La resposta est tu. 24/9/2019. La resposta a la sentencia requiere mobilizzació immediata. Que horas de portar? Una radio cal s'accomode, y menjar y aigua per passar el dia fora de casa. 6/10/2019. Guidem les all om plein els carrers. Sumat à la columna del TEU Campus. 14/10/2019. Preparat, comença la resposta a la sentencia. 13/10/2019. Les messages, injonctifs et factuels, recourent de plus en plus à la terminologie militaire pour frapper les esprits. Tsunami y parle notamment d'opérations tactiques, de la nécessité de gagner en opérationnalité et efficacité, d'objectifs à atteindre ou encore de colonnes marchant vers Barcelone. Cette stratégie rencontre un accueil favorable auprès de la population puisque, entre le 6 et le 16 octobre 2019, le nombre d'abonnés au canal Telegram passe de 80 000 à 270 000 personnes. De même, 15 000 personnes téléchargent l'application Tsunami sur leur téléphone. Ce ralliement massif conduit au succès de la mobilisation du 13 octobre 2019. Quelques heures à peine après la condamnation judiciaire des 9 dirigeants indépendantistes, des dizaines de milliers de manifestants se réunissent dans le centre de Barcelone pour ensuite recevoir la consigne de se déplacer vers l'aéroport. Illustration 3. Illustration 3. Tweet de Tsunami démocratique, 14/10/2019. Le blocage du transport aérien pendant plusieurs heures, plus de 150 vols sont annulés, conduit la police à charger contre les manifestants et à adopter des mesures drastiques pour censurer Tsunami. L'organisation renforce alors la protection de ses réseaux et entame une campagne d'information sur la répression. Concernant le premier point, il convient de préciser que le modus operandi de Tsunami repose à la fois sur une communication publique, via son site et les réseaux sociaux, et privée, puisque seuls les citoyens munis d'un QR code transmis par une personne de confiance sont autorisés à accéder au contenu de l'application. Grâce aux renseignements saisis et au partage de données entre utilisateurs, via un dispositif de type P2P, les militants sont avertis par la direction de l'organisation des actions prévues dans leur périmètre de résidence. Pour se protéger, Tsunami préconise également d'utiliser la messagerie chiffrée Telegram et d'installer une connexion sécurisée transitant par un serveur VPN externe afin que l'adresse IP, l'emplacement et le trafic de données des utilisateurs restent cachés. Si l'ensemble de ces mesures contribuent à la construction du mythe de Tsunami, tous les médias et les experts en communication soulignent les prouesses technologiques de l'organisation, les menaces sont bel et bien réelles. Courant octobre,
l'application de Tsunami reçoit plus d'1 millier d'attaques. Le 18, le domaine tsunamidemocratique.cat est censuré par les autorités espagnoles. Et le 30, la plateforme GitHub annonce que la garde civile a intimé l'ordre de fermer l'application, au motif que le tribunal de l'Audiencia nationale considère Tsunami comme une organisation criminelle incitant à la réalisation d'attaques terroristes. En réponse à ces accusations, Tsunami qualifie l'Espagne des États le plus oppresseurs d'Europe occidentale, et n'hésite pas à le comparer à la Chine ou à la Russie en matière de droits de l'homme. L'organisation invite aussi ses militants à se préparer au pire, en louant la dimension sacrificielle de la lutte. Sur son site internet postérieurement censuré, Tsunami recommande par exemple Preparar se per la preso. Sota un govern que en prona injustam, el loc esque per a una persona justa es la preso, Henri de Toro. 2. Comme a persona presa formaras part de l'ampli y honora ventol de personne injustam pres per defensar els drets humans y combattre la injusticia. Inclut grand personne, des de Thomas Moreau fin Nelson Mandela passant per Rosa Luxembourg fin al mestre Xirinac y millers de personnes anonymes. Ces exemples d'autorité entendent démontrer une nouvelle fois que l'action de Tsunami s'inscrit dans la continuité des luttes historiques et que la réclusion ne doit pas être envisagée comme un déshonneur social. Elle est une conséquence possible d'un engagement politique dont les militants doivent retirer une fierté. Tentative d'internationalisation du conflit. La répression à l'encontre du mouvement indépendantiste met en évidence la fermeté de l'État espagnol sur les questions de territorialité. Pour faire pression sur Madrid, l'une des stratégies de Tsunami va consister à interpeller la communauté internationale sur la situation d'anormalité démocratique en Catalogne. Une fois encore, cette stratégie n'est pas nouvelle. Dès les premières années du procès, l'indépendantisme n'a cessé de chercher à médiatiser l'actualité catalane à l'étranger. Des dizaines d'images de manifestations pacifiques et de militants frappés par la police ont ainsi été publiées par les agences de presse internationales, et contribué à la croyance que le monde regardait la Catalogne. El Monins Mira, lisait-on dans la presse au lendemain du référendum de 2017. Dans le but de reconduire cet objectif, Tsunami conçoit plusieurs actions destinées à provoquer un écho planétaire. La première d'entre elles sera de paralyser l'aéroport international de Barcelone et de recourir à une personnalité connue dans le monde entier pour expliquer les faits. Tsunami confie cette responsabilité à l'entraîneur catalan de football Pep Guardiola, alors en poste à Manchester City. Dans un message prononcé en anglais et sous-titré en catalan et espagnol, Guardiola qualifie l'attitude du gouvernement espagnol des attaques directes aux droits humains et de dérive autoritaire. Récusant les critiques habituelles contre les nationalismes. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.